Bonsoir, vous êtes dans BBC Hebdo. Voici les titres à la une de votre édition. Au Cameroun, Paul Biya se dit prêt à gracier les séparatistes. Il lance un appel au dialogue sur la crise anglophone. Élection présidentielle en Tunisie. 7 millions d'électeurs étaient appelés à choisir parmi 26 candidats ce dimanche. Et notre reportage sur la route des migrants africains qui rêvent des Amériques. Ils sont des milliers à risquer leur vie en traversant la jungle latino-américaine. On commence cette rétro de la semaine avec ce discours rare du président camerounais Paul Biya. Il s'est adressé mardi à ses compatriotes et a annoncé la tenue fin septembre des grands dialogues nationaux. Le président camerounais s'est dit prêt à gracier les auteurs d'actes de violence dans les provinces anglophones, mais sous condition. Ceux qui volontairement déposent les armes et se mettent à la disposition des centres de DDR n'ont rien à craindre. En revanche, ceux qui persisteront à commettre des actes criminels, à violer les lois de la République, feront face à nos forces de défense et de sécurité et subiront toute la rigueur de ces mêmes lois. C'était Paul Biya. Partons maintenant en Tunisie pour l'élection présidentielle de ce dimanche. Le scrutin, initialement prévu en novembre, a été avancé après la mort en juillet de Béji Caïd Essebsi, le premier président tunisien démocratiquement élu. Une partie de la jeunesse de Sidi Bouzid, épicentre de la révolution, est aujourd'hui désabusée et ne compte pas aller voter, comme nous le montre ce reportage de Myriam Lawari. Bienvenue à Sidi Bouzid, ville marginalisée du centre de la Tunisie. Le berceau de la révolution de Jasmin et du printemps arabe. C'est ici que Mohamed Bouazizi, vendeur ambulant, s'est immolé par le feu en décembre 2010 afin de protester contre le chômage et le harcèlement policier. Sa mort a déclenché la révolution tunisienne et emporté avec, début 2011, le régime de l'ancien président Zine Al-Abidine Ben Ali. Alors que les élections post-révolutionnaires ont connu une participation sans précédent, les élections municipales de 2018 ont atteint 65% d'abstention. Aujourd'hui, une faible mobilisation est redoutée pour l'élection présidentielle de ce week-end. Il faut dire qu'une partie de la jeunesse du pays est à nouveau désabusée. Je ne suis pas inscrit pour voter et je ne voterai pas, parce que ce sont des voleurs. Ils ne pensent qu'à leur intérêt personnel et à leur pouvoir. Est-ce que vous pensez que le futur président pensera au peuple ? Il ne pensera qu'à voler, il ne pensera qu'à sa famille. Il vivra au palais, il conduira une Mercedes, il pensera à dépenser l'argent et à transférer l'argent à l'étranger. Je ne me suis pas inscrit et je ne vois pas pourquoi je le ferais. J'ai déjà voté pour quelqu'un, il n'était pas digne de confiance. Nous connaissons les politiciens actuels, nous les connaissons tous. Nous connaissons leurs antécédents et ce qu'ils feront plus tard. Nous connaissons leur passé, leur avenir et leur présent. La désillusion a désormais pris place, alimentée par la précarité et le chômage. Sans compter un faible pouvoir d'achat grignoté par une inflation de 7%. L'intérieur du pays reste isolé, régulièrement en proie aux troubles sociaux. Pourtant, de jeunes Tunisiens gardent encore une lueur d'espoir. Nous devons voter pour que notre pays se remette sur pied. L'État actuel peut être rétabli. Au début, c'était une déception, mais désormais, les attentes de la population et les promesses sont importantes. Les candidats aux élections sont encore plus importants. J'espère voir ce pays dans un meilleur état. Malgré ces progrès démocratiques, la Tunisie lutte pour répondre aux attentes de la population. Les perspectives d'avenir restent limitées pour de nombreux jeunes tentés de rejoindre l'Europe pour un meilleur futur. Les violences xénophobes en Afrique du Sud sont encore à la une de l'actualité. À la suite des attaques qui ont fait 12 morts, plus de 600 Nigérians installés en Afrique du Sud ont choisi de se faire rapatrier. Une compagnie aérienne nigériane s'est portée volontaire pour transporter ses passagers gratuitement. Lamine Noureddine Konkubo. Un enfant d'à peu près 4 ans, se blottissant contre sa mère, un enfant peut être marqué à jamais par les violences dont il a été témoin la semaine dernière. L'enfant et sa mère font partie de quelques 300 ressortissants nigérians qui ont mis le cap ce matin sur l'aéroport de Johannesburg, profitant d'un vol gratuit pour fuir l'Afrique du Sud. Parmi ceux qui s'en vont, Victor Issa.
Oui, dit Victor Issa, je suis content quand même de partir parce que je vais chez moi, oui. Malgré le fait que je n'ai pas pu accomplir ma mission ici, je dois m'en aller. Il vaut mieux que je rentre chez moi vivant que d'être un homme mort ici. Les attaques de la semaine dernière, qui ont fait quelques 12 morts, ne visaient pas que les ressortissants nigérians. Mais la réaction au Nigeria était des plus violentes. Abuja et Pretoria ont frôlé la crise diplomatique. Les Nigériens qui ont décidé de fuir ont été marqués dans leur chair par les attaques. Aussi, beaucoup comme le vendeur de voitures Basile Onigbo ont perdu leur commerce. Basile témoigne. Dimanche de la semaine dernière, je ne suis pas allé à la boutique. J'avais peur. Même nos collègues ne sont pas allés au travail. Le lendemain lundi, c'est là que nous avons vu les dégâts. Il n'y a pas d'amour fraternel ici. Pourtant, on est tous de la même Afrique. Les causes de la dernière explosion de violence en Afrique du Sud ne sont pas bien établies, mais nombre d'analystes s'accordent pour dire que la pauvreté et le chômage sont en grande partie à l'origine de ces attaques. Mais peu importe, ces Nigérians ont décidé qu'ils ne seront pas victimes de la prochaine flambée éventuelle de violences xénophobes en Afrique du Sud. Un reportage Lamine Noureddine Konkobo. L'insécurité en Afrique du Sud, mais aussi au Burkina Faso, au lendemain de la mort de 29 civils dans 2 attaques perpétrées dans le nord du pays. L'armée burkinabé a perdu au moins 4 gendarmes dans une autre attaque, cette fois-ci dans la province du Soum, près de la frontière avec le Mali. Une situation qui entraîne des déplacements de population. Conséquence, des milliers de personnes n'ont plus accès aux soins médicaux. Explication, Anne-Marie Diaz-Borges. En période de conflit, les plus vulnérables sont souvent ceux qui paient le plus lourd tribut. Et c'est le cas de ces femmes et de ces enfants au Burkina Faso. Depuis le début de l'année, le pays connaît une recrudescence d'attaques attribuées aux groupes islamistes. Dans ce climat d'insécurité, difficile pour les populations de se rendre à l'hôpital quand elles ont besoin de soins. On est dans un segment qui n'est pas clôturé. Il y a le plateau technique qui est très insuffisant. Il y a aussi le problème de la sécurité qui crée une psychose, une angoisse au sein du personnel de santé. Donc, venir même à Bachalgo, c'est un parcours de combattant parce que la voie n'est pas praticable. L'accès limité aux soins entraîne une autre conséquence, la malnutrition. L'état d'urgence en place depuis 2018 dans les provinces du nord du pays n'a pas réussi à stopper les attaques. Poussés à fuir, les habitants de ces provinces se retrouvent dans une situation précaire. Certains d'entre eux sont accueillis dans les banlieues de Ouagadougou, la capitale. Marietta est l'une de ces déplacées. C'est bien inquiétant. Nous ne les avons pas vus, les tueurs. Ils opèrent dans la nuit, donc c'est difficile de donner un signalement ou de dire comment ils procèdent. Mais nous avons bien vu les personnes qu'ils ont tuées. En moins d'une année, le nombre de personnes déplacées par l'insécurité a explosé. Il est passé de 50 000 en décembre dernier à plus d'1,25 million aujourd'hui. Et rien ne semble indiquer que la situation est prête à s'améliorer. Le reste de l'actu de la semaine en bref et en images. Deuil national au Zimbabwe pour Robert Mugabe. L'ancien président est décédé la semaine dernière alors qu'il suivait un traitement médical à Singapour. L'ex-homme fort du pays a été promu héros national par son parti, la ZANU-PF, un parti qu'il avait pourtant lâché fin 2017, ce qui a précipité sa chute après 37 ans au pouvoir. En RDC, une dizaine de personnes ont perdu la vie et des dizaines d'autres sont gravement blessées à la suite d'un accident de train qui a eu lieu mercredi dans la province du Tanganyika. Selon les autorités, 2 wagons se sont renversés. Le ministre des Affaires humanitaires, Steve Bikayi, avait d'abord parlé de 50 victimes. Et puis à Tombouctou, des centaines de personnes bloquent depuis le week-end dernier l'accès à l'aéroport. Les manifestants réclament la construction de routes et un renforcement de la sécurité. Le gouvernement a indiqué qu'il n'a pas les moyens de faire face à toutes les revendications, mais a promis que les travaux vont reprendre rapidement. BBC Hebdo se poursuit avec un reportage exclusif sur l'immigration. Des milliers d'Africains tentent l'aventure pour les Amériques. La plupart commencent leur voyage par des vols à destination de l'Équateur ou du Brésil. Et la partie la plus dangereuse de leur voyage est une longue marche pénible à travers la jungle, à la frontière entre la Colombie et le Panama. Reportage Catherine Biaouanga et Clarisse Fortuné. Des migrants venus d'Afrique, ici dans ce coin perdu de la jungle, très loin du continent. Une marche pénible à travers champs.
Et de cette forêt colombienne, il compte aller à pied jusqu'aux États-Unis. Le voyage est dangereux. Il court le risque de tomber sur des bandits armés et sur des animaux sauvages. Et malgré ces risques, certains parents ont amené leurs enfants. La plupart des migrants que nous avons rencontrés viennent du Cameroun, où une insurrection dans la partie anglophone a provoqué le déplacement de plus d'un demi-million de personnes. Non, je n'ai aucun regret, car j'espère arriver à destination dans un endroit où je serai libre, où je ne serai pas persécuté par l'armée pour une cause injuste. Je ne regrette pas. Rester chez moi, c'est risquer la mort. Je préfère continuer pour être en sécurité devant. Les migrants sont au début de leur voyage, mais c'est déjà pénible pour beaucoup ici. Certaines femmes arrivent à peine à gravir la colline. Et le groupe devra cheminer dans ces mêmes difficultés pendant près d'une semaine. Pour le voyage, ils emportent tout ce qu'ils peuvent, de l'eau, des tentes et de la nourriture. Mais ces provisions suffiront à peine. Après une semaine de trajet dans la jungle, les voici enfin arrivés dans ce camp au Panama. Ils sont fatigués et traumatisés. Certains de leurs compagnons au départ ont péri en cours de route. Il y a aussi des gens qui étaient en train de marcher, alors pour monter la montagne, il ne parvenait plus. Alors il a tombé comme ça, la tête dans une pierre. Donc il y a beaucoup de cadavres. 3 générations de la famille de Rose Kabeya sont présentes ici, dans cette traversée de la jungle. Il y a son petit-fils, ses 2 filles et son mari. Et c'est de justesse que Kabeya a survécu à la traversée. Elle a failli mourir, elle s'est presque noyée par 2 fois. Je me voyais mourir. J'étais désespérée. J'attendais seulement que Dieu me sauve, parce que je savais que j'allais mourir. J'avais perdu espoir. Je ne conseillerais jamais à quiconque d'emprunter ce chemin. Jamais. C'est risquer sa vie. Ici, il n'y a pas que des Africains. Il y a aussi des Pakistanais, des Indiens, des Haïtiens et des Cubains. Une preuve que la crise migratoire est devenue une préoccupation mondiale. Les autorités américaines redoutent désormais que ces chemins dangereux ne deviennent le nouveau corridor par lequel des clandestins viendront frapper aux portes de l'oncle Sam. Dans un village reculé de Colombie, preuve du danger qui guette les migrants. 19 tombes, marquées chacune d'un simple numéro, et les victimes, des Africains noyés lors de la traversée d'une rivière en bateau. L'ampleur de la tragédie dans la jungle pourrait être plus grande. Personne ne saurait dire au juste combien de clandestins ont déjà péri dans la forêt. Et avant de nous quitter, un mot de sport. Et comme vous le savez, il n'y a pas d'âge pour vaincre ses peurs. Exemple au Sénégal, au pays de la Teranga, où des seniors de 50 ans ou plus suivent des cours d'aquagym. Regardez ce reportage réalisé par nos équipes au Sénégal. Avant tout le temps j'étais malade, mais là, machallah, je vais très bien. Vous savez, le sport, c'est l'esprit libre, être jeune, vous voyez, vous êtes tout le temps joyeuse. C'est la New York. Et après, en mer, à Moulfan. C'est à travers ça que nous pouvons gagner le Sénégal. Les dames, notre culture, on ne nous permet pas de rentrer dans l'eau, surtout en maillot de bain et autres, mais quand même j'ai réussi, comme c'est pour leur santé, à essayer de les convaincre quand même, de les faire porter des robes. Maintenant tout le monde est à l'aise. J'avais une arthrose, j'ai marché avec une béquille, mais depuis quelques temps, depuis que j'ai commencé ici, je ne sais même plus où se trouve cette béquille. Je l'ai laissée complètement, je marche normalement. Et il m'arrive, et j'ai conduit même la voiture. C'est la fin de ce journal. Toute l'équipe de BBC Afrique se joint à moi pour vous remercier de l'avoir suivi, notamment en RDC sur Aga TV. L'information se poursuit sur bbcafrique.com. Bonne soirée à tous. Au revoir. Thank you.